Je m'appelle Anna Brox, j'ai 28 ans et jusqu'à récemment, je pensais connaître ma famille. Tout a changé un après-midi d'été, lors de la fête d'anniversaire de mon frère, dans le jardin de notre maison à Raleigh, en Caroline du Nord. J'avais consacré des semaines aux préparatifs, lumière clignotante, côte levée au barbecue, chaque détail pensé pour que ce soit inoubliable. Après tout, il voulait quelque chose de génial. Et comme toujours, j'ai couvert presque tout. Le présent? Une élégante montre vintage avec une inscription spéciale, accompagnée d'un virement de 2500 reais pour couvrir 3 mois de son loyer. Je lui ai tendu la boîte avec mon cœur battant, espérant qu'il comprenait à quel point je tenais à moi. Mais, en l'ouvrant, mon frère a simplement froncé le nez, a regardé la famille rassemblée et a dit ironiquement, « Vous essayez d'acheter l'affection de tout le monde, hein ?» Le rire général fut instantané. Ma mère, mon père, mes cousins, ils ont tous trouvé ça drôle. J'ai senti mon visage brûler. Cette montre n'était pas qu'un cadeau. C'était encore une fois moi qui sauvais les apparences, jouant le rôle du sauveur de la famille. J'étais leur matelas d'urgence depuis des années, et c'était mon remerciement. J'ai repris la montre, d'une voix ferme mais glaciale, « Je suis contente de savoir ce que tu penses. » J'ai tourné le dos et je suis partie, tandis que l'écho des rires me faisait encore mal aux oreilles. Ma mère a crié, « Ne fais pas ça, Anna. » Mon père a crié, « Vous exagérez. » Mais j'ai continué. Cette nuit n'était que le début. Ce qui a suivi a été bien pire et m'a forcé à prendre une décision qui a bouleversé ma vie. Restez jusqu'à la fin pour découvrir comment j'ai transformé cette trahison en ma liberté. Activez les notifications pour ne manquer aucun détail. Le lendemain, mon téléphone portable n'arrêtait pas de vibrer. Appel manqué de ma mère, Diane, de mon père, Gary, et même de ma tante Hélène. Les messages s'accumulaient, tous plus aigus les uns que les autres, me demandant de me calmer et de revenir parler. Assis sur le canapé, regardant l'écran, je ressentais encore la blessure ouverte de la fête. Les paroles de mon frère réduisant mon geste à une tentative pathétique de me sentir utile m'ont fait plus mal que je ne l'imaginais. Mais ce n'est pas seulement leur rire qui m'a blessée. C'était le fait de savoir que, depuis toujours, ils me considéraient comme une ressource, et non comme une fille ou une sœur. Il y a 2 ans, j'étais la bouée de sauvetage de la famille. En tant que développeur indépendant, je gagnais assez bien pour subvenir à mes besoins et il me reste encore un peu. Quand ma mère m'a appelé, d'une voix tremblante, pour me dire qu'ils étaient en retard sur le prêt hypothécaire, je n'y ai pas réfléchi à 2 fois, 1500 reais par mois, directement au propriétaire de la maison, sans poser de questions. Cela ne s'est pas arrêté là. J'ai payé la facture d'électricité en hiver, quand le coût montait en flèche, 300 reais pour entretenir le chauffage. Oh. Encore 100 reais ici, 200 là, chaque fois qu'il oubliait de séparer l'argent. Et le vieux camion de mon père? 1500 reais dans une nouvelle boîte de vitesse, parce qu'il avait juré avoir besoin du véhicule pour chercher du travail. Un métier qui, à ce jour, n'est jamais apparu. Mais le pire, c'était mon frère, Tyler. À 22 ans, il se qualifiait de « streamer », passant des heures dans sa chambre, criant au jeu et rêvant de gloire. L'équipement microphone, éclairage, chaise de jeu m'a coûté 900 reais de ma poche, après qu'il l'ait supplié, affirmant que ce serait son « passeport pour le succès ». 2 ans plus tard, même pas 50 abonnés sur la chaîne et 0 prospect. J'espérais qu'il mûrirait, trouverait quelque chose, n'importe quoi, pour arrêter de dépendre de moi. Au lieu de cela, il roulait des yeux chaque fois que je parlais de travail, comme si je m'ennuyais sans rien faire. Et mes parents? Ils l'ont toujours défendu, ils se retrouvent, il y a besoin de temps. Tant que j'ai payé. Là, devant ce déluge de messages, je me sentais comme le plus grand idiot du monde. Chaque mois, j'ai jonglé avec mes propres factures pour boucher leurs trous. Dîner au restaurant? Annulé. Un nouveau carnet pour le travail? Reporté. Tout cela pour qu'il puisse vivre sans souci. Ce n'était pas une fille, ce n'était pas une sœur. C'était le compte courant de la famille. Les messages de ma mère suivaient le même scénario, nous sommes une famille,
Nous devons nous soutenir les uns les autres. Mon père, plus durement, a dit que mon départ était une démonstration d'embarras, et que je devais m'excuser. Ma tante m'a même dit que je détruisais la famille. Aucun d'eux n'a mentionné les 2500 $ que j'avais transférés au loyer de Tyler. Aucun d'eux n'a demandé pardon pour la montre, pour l'humiliation, pour quoi que ce soit. Le pire, ce n'était pas l'argent. C'était un manque de respect. Pendant des années, je les ai maintenus à flot, et ils ne pouvaient même pas faire semblant de s'en soucier. Mon téléphone portable a encore vibré. Un autre message de ma mère, me suppliant probablement de réparer les choses. J'ai jeté l'appareil sur le canapé, la poitrine serrée, un mélange de colère et de déception. Pour la première fois, je me suis demandé si c'était bien de les aider autant. Peut-être que je ne les gardais pas. Peut-être que cela les rendait simplement plus dépendants. L'image de mon frère, avec ce sourire moqueur, les fausses larmes de ma mère, les promesses creuses de mon père. Ce n'était pas ma responsabilité. J'avais tout donné, et en retour, je n'avais reçu que des moqueries. Alors que j'étais assis là, le poids de ces 2 années m'a écrasé. Je ne savais pas ce qui m'attendait, mais une chose était sûre, je ne serais plus leur paillasson. Une semaine plus tard, toujours abasourdi par la révélation selon laquelle, pour ma famille, je n'étais qu'un distributeur automatique, le coup final est tombé. Après la rafale de messages d'après-fête, le silence sur mon téléphone portable m'a fait penser qu'ils avaient abandonné. Mon erreur. Ma mère m'appelait en milieu de semaine, d'une voix douce mais insistante. Nous avons besoin d'une conversation en famille, ici à la maison. Comme si j'étais le méchant de l'histoire. J'ai accepté, plus par curiosité qu'autre chose et dans l'espoir naïf d'entendre un « je suis désolé » qui n'est jamais venu. La réunion s'est déroulée dans le salon de la maison que j'avais contribué à entretenir pendant 2 ans. Ma mère, assise sur le canapé, les mains croisées, les yeux humides comme si elle avait répété ses pleurs. Mon père, les bras croisés devant la cheminée, me regardait comme si je les avais trahis. Ma tante, venue d'une autre ville juste pour l'occasion, hochait la tête en signe d'approbation à chaque mot de ma mère. Mon frère, appuyé dans un coin, n'a même pas pris la peine de lever les yeux de son téléphone portable. L'air était lourd, comme si chaque phrase avait été calculée pour me faire reculer. Ma mère a commencé, avec ce ton coupable qu'elle connaissait bien, « La famille ne tourne pas le dos, Anna », dit-elle en me regardant comme si j'avais commis un crime. Il a parlé des « maux de dos » de mon père qui l'empêchait de travailler comme si je ne savais pas que le mois dernier il était allé pêcher sans problème. « Ils avaient besoin de vous », a-t-elle poursuivi, parce que les temps étaient durs et que vous seul pouviez nous sauver. Mon père l'interrompit sèchement, vous ne pouvez pas arrêter de nous aider à cause d'une bagarre. Il a qualifié ma réaction d'égoïste. Ma tante, d'une voix de fausset, essayait de se faire passer pour la médiatrice, résolvons cela sans nous battre, mais cela sonnait creux. Elle n'avait aucune idée de ce que j'avais fait pour eux. C'est alors que mon frère a finalement ouvert la bouche, sans quitter l'écran des yeux, tu fais toute une histoire avec tout. Comme si l'humiliation publique de mon cadeau n'était qu'une plaisanterie. C'est à ce moment-là que je l'ai vu. Une notification sur le téléphone portable, un ami commun avait partagé une publication en ligne. Mon frère, dans une explosion publique, m'a traité d'« avare » et de « coincé », disant que je les avais abandonnés à cause d'un scélérat de service découvre que la fête est terminée. La notification de transfert est apparue à l'écran avec un ping satisfaisant, immédiatement suivi de la lecture du message. Il n'a pas répondu bien sûr que non. Mais je savais que celui-là, ironique et délibéré, avait parlé plus fort que n'importe quel sermon. Voulait-il du drame? Je leur faisais un spectacle. La maison de ma famille était au bord de l'effondrement et, pour la première fois, je n'étais pas le héros de l'histoire. Elle n'était pas la sauveuse, elle n'était pas la méchante, c'était juste une femme qui avait finalement appris à dire non. Et cela ne résonnait pas plus fort que toutes ces lamentations. 2 jours plus tard, mon père s'est présenté à mon travail. Il ne m'a pas appelé, il ne m'a pas prévenu, il s'est simplement présenté à l'accueil du bureau où j'ai passé des heures à lire les codes, comme s'il avait le droit d'envahir à nouveau mon espace, ma paix, ma vie. La réceptionniste,
une fille attentive nommée PRI, m'a regardé avec de grands yeux et m'a dit, « Anna, il y a un homme ici qui dit qu'il est ton père. Il n'a pas l'air très heureux. » J'ai pris une profonde inspiration avant de me lever. Pas par nervosité, mais par pur épuisement. Quelle quantité d'énergie pensait-il encore que j'avais pour eux? Il se tenait debout dans le hall, les mains enfoncées dans les poches de sa veste usée, le visage rouge de colère ou de gêne ou les deux. « Nous devons parler, a-t-il craché, comme si j'étais un employé insubordonné et non sa fille. En privé. Je l'ai emmené dehors, là où les employés fumaient ou prenaient l'air entre les réunions. L'air était vif, presque froid, contrastant parfaitement avec la chaleur de mon irritation. Il ne perd pas de temps, tu rends folle ta mère. La banque va prendre la maison. Ton frère est au chômage. Et toi? Tout ce que tu sais, c'est comment tourner le dos. Ah, le voyage de culpabilité classique. J'ai presque souri. Papa, j'ai payé tes factures pendant deux. Pendant que tu faisais semblant de ne pas voir les factures s'accumuler, pendant que maman pleurait au téléphone seulement quand elle avait besoin d'argent, pendant que le nom de mon frère dépensait ce que je lui disais en vie de jeux vidéo. Où étais-tu? Il recula comme si je l'avais giflé. Vous ne comprenez pas à quoi ressemble la vraie vie. Non. Mon rire était sec, sans humour. Je comprends très bien. La vraie vie, c'est toi qui choisis entre payer ton loyer ou manger. Tu travailles tard pendant que ta famille te traite comme un distributeur automatique. La vraie vie, papa, c'est ça. J'ai montré le bâtiment derrière nous, les fenêtres lumineuses où de vraies personnes travaillaient, se battaient, vivaient sans s'épuiser mutuellement. Et j'ai choisi ma vraie vie. Sans toi. Ses yeux brillaient, non de larmes, mais de fureur. Tu le regretteras. La famille est tout ce que tu as. Non, corrigeai-je calmement maintenant, comme si j'expliquais quelque chose d'évident à un enfant. La famille est ce que vous prétendez être. Et vous en avez fait une transaction. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai dit travail. J'ai tourné le dos et suis rentré à l'intérieur, le laissant là, seul avec sa colère et ses choix. PRI m'a regardé avec un mélange d'admiration et de pitié alors que je la dépassais. « Est-ce que tout va bien ?» murmura-t-il. J'ai hoché la tête. Enfin, ça l'est. Et c'était vrai. Cette nuit-là, Nathan m'a trouvé sur le canapé, enveloppé dans une couverture, un verre de vin à la main. Il n'a pas demandé, il s'est simplement assis à côté de moi, silencieux, offrant sa présence comme refuge. « Mon père est venu à mon travail aujourd'hui, » dis-je au bout d'un moment. J'ai essayé de me faire culpabiliser à nouveau. Ses doigts s'entrelacent avec les miens. Et je ne suis pas tombée dans le piège. J'ai souri légèrement, comme si je venais de libérer un poids que je portais depuis des décennies. Pour la première fois, je me suis sentie libre. Nathan m'a pris dans ses bras et là, dans ses bras, j'ai réalisé quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant, la paix. Non pas la paix fragile de ceux qui évitent les conflits, mais la paix solide de ceux qui ont finalement tracé une ligne dans le sable et refusé de reculer. Mon téléphone vibrait sur la table basse. Un message de ma mère, ta tante a appelé. Elle a dit que tu étais ingrat. Après tout ce qu'on a fait pour toi. J'ai regardé l'écran, puis Nathan. Il haussa un sourcil. Vas-tu répondre? Non. J'ai bloqué son numéro avec une sonnerie, puis celui de mon père, puis celui de mon frère. Pas par haine, mais par survie. Et lorsque l'écran s'est éteint, je ne l'ai pas manqué. Je ne me sentais pas coupable. J'ai senti, pour la première fois depuis longtemps, que j'étais en vie. La nouvelle m'est parvenue comme un écho lointain, une rumeur qui se propageait par message indirect. Ils avaient perdu leur maison. La banque ne voulait pas bouger, les factures ne pouvaient pas être payées, et maintenant ils vivaient dans un petit appartement à l'autre bout de la ville, où les murs devaient être suffisamment fins pour entendre la respiration des voisins. Je n'ai pas ressenti une once de culpabilité. En fait, à mesure que l'information s'imposait dans mon esprit, ce qui s'est produit a été un soulagement si profond qu'il m'a presque laissé le vertige. Ce n'était pas de la cruauté. C'était la justice.
Ils avaient eu des années pour changer, prendre leurs responsabilités, arrêter de sucer mon énergie comme des parasites. Mais ils ont choisi le chemin le plus facile, celui de mon portefeuille, de mes nuits blanches, de mon silence avalé. Maintenant, pour la première fois, ils récolteraient ce qu'ils avaient semé. Pendant ce temps, ma vie continuait. Le bureau de la start-up était un monde à part, de grandes fenêtres laissant entrer la lumière de novembre, le bruit des doigts tapant sur les claviers, les rires spontanés lors des réunions de brainstorming. Mes collègues ne me considéraient pas comme la fille qui a sauvé la famille ou comme la travailleuse indépendante surmenée. Ils ont vu Anna, la développeur qui a résolu les problèmes, qui a suggéré des améliorations, qui s'est moquée des mêmes de la chaîne Slack. Pour la première fois, ma valeur ne se mesurait pas à ce que je sacrifiais, mais à ce que je créais. Nathan m'a accueilli à la porte de l'immeuble ce vendredi-là, avec un sourire qu'il connaissait déjà par cœur. Ta mère a essayé de t'appeler aujourd'hui, dit-il en me tendant un café alors que nous nous dirigions vers la voiture. J'ai aussi bloqué son numéro sur mon téléphone. J'ai ri, non pas par méchanceté, mais par gratitude. Parce qu'il a compris. Je n'avais pas besoin d'explications, de justifications, d'excuses pour mon cœur endurci. Il savait simplement que certains ponts n'étaient pas faits pour être reconstruits, ils étaient faits pour brûler. Ce soir-là, au dîner, Linda a servi un ragoût qui sentait le romarin et le thym, la vapeur s'élevant en spirale sur la table en bois. Richard a raconté l'histoire absurde d'un client qui avait tenté de payer une réparation automobile avec de la crypto-monnaie, et Jason a imité l'homme avec une telle précision que j'ai failli m'étouffer avec ma cuillerée. J'ai ri jusqu'à ce que mon estomac me fasse mal, jusqu'à ce que les larmes coulent, jusqu'à ce que j'oublie que j'avais déjà vécu une vie où le rire était un luxe rare. Tu as l'air plus léger, observa Linda en me passant le pain chaud. Ce n'était pas une question. C'était un fait. Je le suis, répondis-je sans hésitation. Parce que c'était vrai. Chaque choix que j'avais fait au cours des derniers mois, chaque numéro bloqué, chaque message ignoré, chaque « non » catégorique avait été un élément constitutif d'une vie qui était finalement la mienne. Il n'y avait là aucune place à blâmer. Il n'y avait pas de place pour le « ici ». Cette nuit-là, alors que Nathan dormait à côté de moi, sa respiration lente et régulière, j'ai pris le cahier en cuir que Linda m'avait donné et je l'ai ouvert jusqu'à la première page. La plume glissait sans effort, comme si les mots avaient attendu des années pour être écrits. Aujourd'hui, j'ai choisi de me sauver. Demain, je ferai de même. J'ai fermé le cahier et l'ai laissé sur la table de nuit, à côté du téléphone mort, où les notifications désespérées n'avaient plus de pouvoir. Dehors, la ville continuait son rythme, indifférente aux tempêtes des autres. Et pour la première fois, moi aussi. Je me suis noyée sous les dettes bien avant d'arrêter de tendre la main. Pourtant, quand j'ai appris qu'il repartait de zéro dans un petit appartement, un pincement au cœur m'a traversé rapidement, comme un couteau retiré avant de saigner. Mais ce n'était que cela, un spasme, bientôt remplacé par une clarté cristalline. Pendant des années, j'avais dépensé ma sueur, mes économies, mes nuits blanches dans l'espoir qu'un jour ils verraient ma valeur au-delà de ce que je pouvais offrir. Mais leur gratitude était aussi éphémère que leur promesse de changement. Leur nouvelle vie n'était pas ma croix à porter. C'est le même ami qui m'a parlé du métier de mon frère, caissier dans un supermarché. Je pouvais le voir clairement, des regards vides sur les clients, des doigts tapotant avec impatience sur le clavier, la frustration sur son visage de devoir travailler quelque chose qu'il a toujours traité comme une insulte personnelle. Pendant des années, j'ai financé ses rêves de streaming, tandis qu'il distribuait mon argent comme si c'était un droit, jamais une gentillesse. Aujourd'hui, à 25 ans, il connaît le poids du salaire minimum, les horaires interminables, l'absence de coussin financier. Pendant un instant, je me suis demandé si cela lui avait appris quelque chose. Mais je ne me suis pas attardé sur la question. Ses choix l'avaient conduit là-bas, tout comme les miens me guidaient finalement ailleurs. Un soir, j'ai ouvert mon téléphone portable et j'ai parcouru les anciens messages de mes parents. « Fils, tu nous as abandonnés, après tout ce que nous avons fait pour toi, tu es ingrat. » Les mots, autrefois tranchants comme des lames, sonnaient désormais lointains, comme les échos d'une vie qui ne m'appartenait plus. Mes doigts ont survolé les contacts, puis, j'ai effacé les numéros, les conversations,
toute trace de ces appels qui me drainaient de l'énergie. Ce n'est pas la haine qui m'a ému. C'était un soulagement. Un profond silence, comme si, en effaçant ces noms, je fermais enfin des portes qui auraient dû être verrouillées depuis longtemps. Le numéro de mon frère a disparu le dernier, ainsi que ses messages restés sans réponse demandant de l'argent pour du matériel, des factures, une chance supplémentaire d'exploiter ma bonne volonté. J'ai fermé l'application et j'ai respiré. Pour la première fois depuis des années, ma poitrine ne me semblait pas lourde. Pendant ce temps, ma nouvelle vie s'épanouissait. Dans le bureau de la start-up, mes doigts dansaient sur le clavier, créant ainsi des fonctionnalités pour une application que des milliers de personnes utiliseraient. Mes idées ont été entendues, débattues, valorisées. Il n'y avait plus de regard de dédain lorsque je parlais, plus de soupirs d'impatience comme si mon temps ne valait rien. Après le travail, je me rendais chez Nathan, où sa famille sans lien de sang, mais avec des liens beaucoup plus forts était devenue mon refuge. Un après-midi, Linda et moi avons brûlé le premier lot de biscuits dans sa cuisine, en riant si fort que les larmes coulaient avec la fumée. Richard, avec la patience de quelqu'un qui enseigne à un enfant, m'a montré comment changer un pneu, même lorsque mes mains maladroites faisaient tomber les écrous de roue au sol. Nathan et moi avons traversé le quartier au crépuscule, planifiant un séjour de camping au printemps où les seuls sons seraient nos rires et le crépitement du feu. C'étaient des moments simples. Il n'y avait aucune grandeur, aucun geste héroïque. Mais il y avait quelque chose que je n'avais jamais connu auparavant, la réciprocité. Une affection qui n'était pas liée à des exigences, un respect qui n'avait pas besoin d'être gagné par des chèques. Le carnet en cuir que Linda m'avait offert est devenu mon refuge. J'y déversais les mots que j'avais avalés auparavant, sur le travail que je faisais, sur les gens qui remplissaient désormais mes journées sans me vider, sur les années pendant lesquelles j'avais essayé de sauver ceux qui n'avaient jamais voulu être sauvés. J'ai écrit sur la famille que j'ai choisie, pas sur celle que le hasard du sang m'a imposée. J'ai surtout écrit sur la leçon qui m'a libérée, fixer des limites mais pas égoïste. C'est la survie. Regarder en arrière, c'était comme regarder un film en noir et blanc, une histoire qui ne m'appartenait plus. Mes parents ont perdu leur maison parce qu'ils préféraient dépendre de moi plutôt que de faire face à leurs propres échecs. Mon frère récoltait les fruits d'une vie bâtie sur l'illusion que quelqu'un paierait toujours ses factures. Leurs conséquences étaient les leurs, pas les miennes. J'avais enfin trouvé ma voie, entourée de ceux qui voyaient en moi bien plus qu'un portefeuille ou un sauveur de dernière minute. Magnifique, avec son carnet et son sourire sincère. Nathan, qui m'a montré que la loyauté ne doit pas être étouffante. Richard, dont la sagesse tranquille m'a appris que la famille est fondée sur des actions et non sur l'ADN. Ce voyage m'a révélé une vérité essentielle, l'indépendance, ce n'est pas seulement être seul. C'est choisir qui mérite d'être à vos côtés. Je suis reconnaissant pour chaque faux pas, chaque larme, chaque nuit blanche qui m'a amené ici. Et si ces mots vous parlent, si à un moment donné vous vous êtes également retrouvé pris entre l'amour et la survie, sachez, votre histoire n'est pas nécessairement la même que la leur. Vous êtes autorisé à choisir. Respirez. Vivre sans les défauts des autres. Le reste est à vous.